Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur la page Facebook WebDermato en partenariat avec Sanofi Genzyme. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la dermatite atopique, nous aborderons le thème de son diagnostic, le poids de la maladie au quotidien, les initiatives mises en place autour de cette pathologie à l'occasion de cette journée. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir Audrey, alias Dermatodrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée un peu particulière. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Audrey, alias Dermatodrey sur les réseaux sociaux. Je suis médecin dermatologue et en plus de mon activité médicale, je réalise des vidéos d'information pour le grand public et les patients sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok. Et bien, on va en parler plus en détail au cours de l'émission. Conformément à la charte Sanofi Genzyme, nous ne parlerons ni de traitement ni de médicaments dans cette émission. Alors Audrey, est-ce que déjà dans un premier temps, vous pouvez nous rappeler ce que c'est la dermatite atopique? Oui, la dermatite atopique ou eczéma atopique, c'est une des manifestations cutanées de l'atopie. Et l'eczéma atopique, on va voir juste après comment est-ce que ça se présente. Alors oui, quels sont les symptômes? Ça se présente sous la forme de plaques rouges avec souvent des démangeaisons. Leur surface peut être soit rugueuse avec des squames, des sortes de peaux mortes, voire des croûtes, ou bien suintante, surtout s'il y a des surinfections avec des bactéries. Et au moment du diagnostic, les patients, ils connaissent cette maladie? Le plus souvent, ils connaissent déjà cette maladie parce qu'en fait, l'atopie, il y a un terrain familial. Donc, il y a d'autres personnes dans leur famille qui peuvent en être atteints aussi d'eczéma ou d'autres formes d'atopie. Et pourquoi les patients parlent parfois de parcours du combattant pour évoquer la prise en charge de la dermatite atopique? Parce que la dermatite atopique, c'est une maladie chronique qui évolue par poussée. Et donc, même si un médecin va vous conseiller, vous guider pour traiter une poussée, malheureusement, il faut un traitement de fond et il faut accepter qu'il y a forcément des récidives. C'est vrai que ça donne un peu cette impression de parcours du combattant avec des récidives successives jusqu'à souvent une amélioration quand même avant la puberté. Et vous, comment vous abordez la dermatite atopique avec vos patients? Alors, moi, j'aime bien expliquer, c'est pour ça que je fais des vidéos aussi, j'aime bien expliquer ce qu'on appelle la physiopathologie, c'est-à-dire les mécanismes en fait, de l'atopie, pour expliquer le problème de la barrière cutanée qui est fragilisée, le problème de l'hyperréactivité des globules blancs, donc les défenses qui sont dans la peau, qui deviennent un peu réactives sur tout et n'importe quoi qui arrive à passer à travers la peau, et puis donc expliquer comme ça comment le patient peut devenir acteur de sa prise en charge. Et au moment du diagnostic, quels conseils vous donnez à vos patients? D'abord, faire passer cette information de maladie chronique avec des poussées, c'est vraiment indispensable parce que sinon, les patients peuvent vivre ça comme un échec. Quand finalement, quelques mois après, l'eczéma revient, ils peuvent se dire à juste titre que c'est le traitement qui n'a pas marché. Alors qu'en fait, il faut bien faire comprendre qu'il faut un traitement d'entretien. Ça veut dire des soins de toilette très doux, des soins hydratants tous les jours. C'est vrai que c'est contraignant, mais c'est comme ça qu'on minimise le nombre et la sévérité des poussées. Et quelles sont les choses à mettre en place pour mieux vivre la pathologie au quotidien? Mais je le disais, devenir acteur de sa pathologie, donc comprendre déjà comment fonctionne l'atopie, comprendre quels sont les leviers qu'on a pour minimiser les poussées. On parlait à l'instant de l'hydratation. Si on arrive à identifier aussi quels sont les facteurs favorisants. Donc pour ça, ça peut être utile de prendre des notes. D'abord, dans deux situations, de prendre des notes au cours de la consultation, parce que souvent on est stressé au cours de la consultation et donc on ne retient pas tout. Et donc prendre des notes de ce que nous dit le médecin, ça fait une bonne base de réflexion pour la suite. Ou sinon, regarder les vidéos Dermatodrey parce que comme ça, tout est marqué dessus. Et puis, prendre des notes comme un carnet de bord aussi pour savoir quels sont les produits qu'on a utilisés, quels ont été les facteurs favorisants en fait, des poussées. Il y a des applications qui existent si on ne veut pas le faire sous format papier, comme EZ-Track par exemple. Alors, vous parlez de vos vidéos sur les réseaux sociaux. Vous êtes très présente d'ailleurs sur TikTok, Instagram. Comment vous communiquez à l'occasion de la Journée internationale de la dermatite atopique sur vos réseaux sociaux et avec votre communauté? Alors, les communications au quotidien, ça se fait plus sous la forme de story. C'est vrai que c'est ça qui permet d'être un peu au contact des actualités quotidiennes. Et donc, il y a un choix dans les thèmes traités. Est-ce que vous avez une ligne éditoriale, un calendrier éditorial? Comment ça se passe? C'est vrai qu'on me pose souvent la question. Et en fait, donc moi, ça fait 10 ans que je fais des consultations médicales. Et donc, finalement, je vois les thèmes qui reviennent les plus souvent, les questions qui intéressent le plus les patients. Et donc,
quand j'ai commencé mes vidéos Dermatodré, j'ai fait toute une liste de tous les sujets possibles. Plus j'en avais plus d'une centaine. Et puis au fur et à mesure des saisons, des actualités, les moustiques, je m'en occupe. J'ai fait la vidéo plutôt en été. L'eczéma, ça va plus être en hiver. Donc je m'adapte. Voilà. Mais il y a plein d'autres sujets encore à venir. Donc plein de choses à dire sur la dermatite atopique. Et comment le patient peut-il s'informer et trouver des informations de qualité sur la pathologie? Il y a plusieurs sites ou même associations de patients. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Tout à fait. Il y a des bonnes informations de qualité. C'est vrai que certains patients ont peur d'aller sur Internet, de peur un peu de se disperser, parce que c'est vrai qu'on peut trouver n'importe quoi. Donc moi, je fais mes vidéos à mon échelle. Il y a le site de la Société française de dermatologie, dermato-info, qui est aussi très bien. Et puis, il y a le site dermatite-atopique.fr aussi. Et puis, il y a l'Association française de l'eczéma, qui est vraiment le lieu de réunion où les patients peuvent se réunir, témoigner et puis trouver des informations aussi sur les nouveaux traitements. Eh ben, ça tombe bien que vous parliez de l'Association française de l'eczéma. Stéphanie, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, va intervenir tout de suite dans une vidéo sur la Journée internationale de la dermatite atopique. Je vous propose de regarder ça. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie Méran, je suis la fondatrice de l'Association française de l'eczéma, qui est une association de malades qui s'active avec différentes actions diverses et variées pour rompre l'isolement que peuvent vivre les patients et les familles concernées par les différentes formes d'eczéma. La Journée mondiale de la dermatite atopique est vraiment un événement très important pour les patients de l'Association française de l'eczéma, puisque c'est vraiment le moment où les associations à l'étranger travaillent ensemble à l'unisson pour faire reconnaître cette maladie. Et en France, on vous a réservé de nombreuses actions pour faire connaître la maladie auprès du grand public. Donc on va sortir à cette occasion un eczéma magazine. Nous allons sortir également plusieurs podcasts sur notre chaîne l'eczémadanslapeau.com pour mettre en valeur des témoignages qui donnent de l'espoir et du peps à tous ceux qui vont pouvoir l'écouter. On souffre d'eczéma ou de dermatite atopique, mais on peut en faire vraiment une force et déplacer des montagnes, c'est le cas de le dire. Donc je vous incite à aller voir notre chaîne de podcast. Avec Sanofi aussi, nous avons pour ambition d'aller à la rencontre de 15 centres hospitaliers ce 14 septembre pour rencontrer les dermatologues, mais aussi les patients, et leur apporter un maximum d'informations sur la maladie pour mieux vivre avec elle. Et puis, nous organisons du 13 au 19 septembre notre Positive Race, qui est notre course nationale et solidaire pour soutenir les patients souffrant d'eczéma. Donc au programme, vous pourrez faire de la marche, du vélo, du roller, de l'aviron et aussi de la course à pied. Sur différentes distances, à différents jours, avec des challenges aussi bien en équipe qu'individuels, car chaque dossard sera constitué d'un QR code et il faudra pas courir le plus vite, mais se faire flasher le plus grand nombre de fois. Donc ça, c'est vraiment une action qui nous permettra de sensibiliser le plus grand nombre de personnes sur notre maladie. Et j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre sur notre site associationeczema.fr pour en savoir plus sur cette course solidaire. Et c'est vraiment un objectif de faire connaître la maladie, mais aussi donner envie aux patients de reprendre une activité sportive. Parce que le sport, c'est très important quand on souffre d'eczéma pour être bien dans sa tête, bien dans ses baskets. Merci beaucoup Stéphanie. Audrey, est-ce que vous avez déjà participé à un challenge de ce type? Oui, j'ai déjà participé pour la Ligue contre le cancer l'année dernière, avec une course comme ça qui était en ligne d'une certaine façon. Et alors, qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez développer un peu à notre communauté Web Dermato? Je pense que c'est très sympa. Ces événements en ligne, finalement, ont été développés au moment de la pandémie Covid, mais ça permet de réunir plus de monde et puis que chacun le fasse aussi à son rythme. C'est-à-dire qu'on peut le faire en marchant, en faisant du vélo. C'était pas forcément avec une seule activité précise.
Et est-ce que vous encouragez votre patientèle ou votre communauté à s'inscrire à ce type d'événement et participer? Tout à fait, parce que la lutte contre la sédentarité, c'est hyper important dans tous les problèmes de santé, que ce soit les maladies inflammatoires de la peau, mais on le sait, pour la prévention du cancer aussi, le sport c'est vraiment important. Donc toutes les occasions sont bonnes. Si c'est un événement en faveur de la dermatite atopique, c'est super. Si ça permet de se lancer pour avoir une activité physique plus régulière après, c'est bien aussi, parce qu'on sait que l'activité physique régulière, ça a un effet anti-inflammatoire naturel, donc c'est très pratique. Alors, on parle d'activité physique adaptée, la nutrition aussi, sont-ils des facteurs essentiels pour mieux gérer sa dermatite atopique au quotidien, pour mieux vivre? Ça va avec. Alors, il y a deux versants. Les personnes qui ont de l'atopie ont un peu plus de risque d'avoir des allergies alimentaires. Elles ont donc parfois identifié dans leur histoire certains aliments qui peuvent être favorisants, soit de leur pousser de l'eczéma, soit d'autres formes d'allergies, type urticaire, etc., ou douleur abdominale. Donc ça, c'est une chose pour l'alimentation et l'atopie en direct. Après, on sait qu'il y a des aliments qui peuvent être pro-inflammatoires ou au contraire anti-inflammatoires. Les aliments pro-inflammatoires, on parle beaucoup des sucres rapides actuellement parce qu'ils déclenchent une cascade hormonale qui favorise l'inflammation, donc c'est valable pour toutes les inflammations, l'eczéma, le psoriasis, etc. Et puis il y a des aliments qu'on dit plutôt anti-inflammatoires, notamment les oméga-3, sont des acides gras qui peuvent être apportés par l'alimentation aussi. On a intérêt à augmenter notre apport alimentaire en oméga-3. Alors, vous connaissez sûrement, et oui, le principe de l'émission, c'est de répondre aux questions de la communauté. Vous avez eu quelques questions. La première, comment concilier produits cosmétiques et dermatite atopique? Alors c'est vrai que ça peut être compliqué parce que la peau atopique, surtout quand on a une dermatite atopique sévère, elle est très réactive à tous les cosmétiques. Elle peut être allergique aux parfums, à certains conservateurs. Donc il faut d'abord tester. Faire une petite touche de test sur l'avant-bras pour vérifier qu'il n'y ait pas de rougeur dans les 48 heures qui suivent avant de se mettre un produit sur tout le visage, par exemple. Deuxièmement, minimiser quand même le nombre de cosmétiques, parce qu'il peut y avoir des interactions entre les cosmétiques. Et donc, quand on fait les routines japonaises ou coréennes, là en 12 couches, il peut y avoir des mélanges qui vont favoriser les irritations. Toujours utiliser des produits pour peau sensible, si possible étiquetés hypoallergéniques, même si ce n'est pas un gage de 100% un risque, on va dire un risque zéro d'allergie. Et puis avoir toujours des soins hydratants, ça c'est valable pour toute l'année. Produits de toilette sans savon, si possible sans parfum, et puis des soins très, très hydratants. Ouais. On a une question de Jenny aussi qui vous demande comment traiter une dyshydrose qui revient tous les étés aux pieds et aux mains. Alors la dyshydrose, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une forme d'eczéma justement donc des mains et des pieds, avec les petites vésicules, les petites cloques de l'eczéma qui restent comme coincées sous la peau. Donc ça fait des petites bulles microscopiques, ça gratte beaucoup et quand les bulles sont en nombre très important, elles se rejoignent et ça fait comme des grosses ampoules. Après la peau pèle. Donc ça peut être une forme mineure avec juste des petites bulles mais beaucoup de démangeaisons, ou ça peut être des formes plus importantes avec toute la peau qui pèle. La dyshydrose, c'est une forme d'eczéma. Donc tous les facteurs déclenchants de l'eczéma peuvent déclencher de la dyshydrose. Ça peut aussi être une allergie de contact à un produit en particulier. Par exemple, on a mis des nouvelles chaussures avec un agent de traitement du cuir puis on a marché, surtout si on a transpiré. Quand on transpire, quand la peau elle est mouillée par la transpiration, elle est plus perméable à ce que tout passe à travers. Donc quand on porte des gants par exemple, si on porte des gants imperméable plus d'une demi-heure, par exemple quand on fait le ménage, on se dit c'est bien, je mets des gants, je ne vais pas être en contact des produits ménagers, mais si ça dure longtemps, en fait, on transpire dans nos gants et ça peut favoriser la dyshydrose. Donc c'est vrai que c'est assez difficile à gérer. Donc, éviter le maximum le contact avec l'eau, ça veut dire se laver les mains le moins souvent possible. Je pense que c'est la première fois que vous entendrez ça dans une émission depuis 1 an et demi, mais c'est vrai que pour la dyshydrose, il vaut mieux pas avoir trop de contact avec le savon ou avec des produits détergents. Pour les mains et pour les pieds, bien sûr. Pour les pieds, vraiment essayer de les laisser à l'air libre le plus possible pour qu'il n'y ait pas de transpiration ou de macération. Il y a des produits antitranspirants qui existent pour les mains et les pieds, ça peut être un outil aussi. Et puis, si ces mesures, on va dire, d'entretien de prévention ne suffisent pas, il faut consulter votre médecin pour avoir un traitement à disposition chez vous pour que dès que vous voyez qu'il y a 2-3 bulles, vous puissiez commencer le traitement et pas attendre d'avoir le pied qui pèle complètement.
On a également une question de Thérèse qui dit « J'ai développé de l'eczéma et une dyshydrose à la ménopause. Quel est le lien entre la ménopause et l'eczéma ?» En fait, à la ménopause, la peau, elle s'assèche, elle fabrique moins de sébum, elle devient un peu plus fragile. Et donc, on se retrouve un peu dans les conditions de l'enfance, finalement, avec une peau qui était un peu plus sèche. Parce que l'eczéma atopique, on sait que c'est plus fréquent dans l'enfance. Et puis, souvent, ça s'améliore entre 7 et 10 ans à peu près, en fait, quand les hormones font fabriquer plus de sébum et que la peau, elle devient plus solide. À la ménopause, on revient avec une peau un peu plus fragile et on peut tout à fait re-avoir de l'eczéma à ce moment-là. Audrey, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci à vous. Alors avant de conclure, peut-être, est-ce que vous avez un conseil ou un message à faire passer à la communauté Web Dermato? Je vous laisse vous adresser à la caméra. Merci. Oui, je voulais dire aux patients qui souffrent d'eczéma atopique de ne jamais rompre les soins, rompre le contact avec votre médecin, que ce soit votre médecin généraliste, pédiatre ou dermatologue. Le but du médecin, ça va être de vous rendre autonome le plus possible dans la prise en charge de votre eczéma, mais on est toujours là s'il y a une poussée un peu plus sévère, une surinfection ou des questions pour vous aider justement au quotidien. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci. Avant de conclure, on va aussi écouter une vidéo de Stéphanie de l'Association française de l'eczéma qui va vous expliquer comment rejoindre l'association. Si vous souhaitez nous rejoindre au sein de l'Association française de l'eczéma, c'est assez simple. Vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ou YouTube, mais également sur notre site associationeczema.fr où vous retrouverez nos différents événements, nos différents masterclass, nos outils pratiques pour mieux vivre la maladie au quotidien. Donc n'hésitez pas aussi à adhérer pour que l'on puisse continuer à vous soutenir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci beaucoup Stéphanie, merci à l'Association française de l'eczéma. Merci beaucoup Audrey. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à très bientôt sur la page Facebook Web Dermato.